Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. On est présentement en direct sur notre page Facebook, donc on vous encourage là, à nous poser des questions tout au long de l'épisode. Si jamais vous nous écoutez plus tard, vous pouvez quand même poser vos questions, puis on pourra les transmettre là, à notre invité ou essayer d'y répondre du mieux qu'on peut dans les commentaires. Puis sinon, l'épisode va aussi être disponible sur YouTube dans les prochains jours. Donc, aujourd'hui, on a avec nous Anne-Renée Belland, qui est conseillère financière, qui va nous aider un petit peu là, avec les finances pour la famille pour essayer de vous aider à ce que ça aille le mieux possible. On sait que des enfants, c'est cher, plus on en a, l'école, tout ça. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour minimiser là, les coûts avec tout ça. On va quand même se concentrer là, sur ce que les parents peuvent faire par rapport à ça et non nécessairement à l'éducation financière des enfants. Là, il va peut-être quand même avoir certaines astuces, mais ça sera pour un prochain épisode avec notre enseignant d'université. Donc, bonjour Anne-Renée. Si tu veux te présenter un petit peu avant. D'abord, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Oui, donc en fait, moi, c'est ça. J'ai étudié là, à la base en actuariat à l'Université Laval, puis j'ai décidé de me tourner là, vers le conseil en finances personnelles, justement, pour avoir un peu plus là, un lien avec vraiment les gens directement, puis être moins là, dans les gros calculs tout le temps, puis plus aider les gens. Donc, je me suis jointe là, à l'équipe de l'Industrielle Alliance. En fait, moi, je travaille conjointement avec un cabinet qui s'appelle PLC Services financiers, donc où on offre là, des services financiers de tout genre, incluant aussi là, plusieurs services justement là, aux familles. Parfait. Donc, on avait quand même quelques questions là, qu'on a reçues à l'avance, puis certains sujets là, qu'on voulait voir. Donc, l'astuce première là, que tu donnerais à une famille qui a des enfants pour essayer d'avoir le plus d'argent possible pour les études, qu'est-ce que ça serait? Oui, mais c'est sûr que si on parle de l'astuce première pour vraiment les études des enfants, c'est sûr que le premier mot qui va me venir en tête, c'est les régimes d'épargne-études, donc les R3E. C'est vraiment une belle façon là, d'économiser pour les études des enfants. Plus on commence jeune, en fait, plus c'est facile d'accumuler des montants qui vont être très intéressants là, pour venir financer les études supérieures des enfants. En fait, souvent, là, les R3E, il y a beaucoup de mythes qui viennent se mettre là-dessus, puis les gens les font un petit peu une crainte face à ça. Pour commencer par expliquer juste la base du fonctionnement du régime épargne-études, lorsqu'on cotise au régime, le gouvernement vient aussi mettre là, des subventions, donc eux aussi mettent des sous dans le régime, ce qui fait que même si vos sommes, là, vous faites juste les mettre dans le régime épargne-études, bien, vous avez un 30 supplémentaire sur chaque dollar investi qui va être versé là, par le gouvernement. Donc, ça, c'est vraiment un très bel avantage. Là. C'est des sous vraiment que le gouvernement vient donner pour aider là, les familles. Donc, ça, c'est le principal avantage. Au niveau des subventions, là, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. On va avoir le fédéral qui va verser un 20 et le provincial un 10 pour faire le 30 total de subventions là, par régime. Puis, en fait, si on veut vraiment aller chercher le maximum des subventions, donc des fois, les gens disent « Ah, ça coûte très cher » ou quelque chose comme ça, mais le maximum subventionnable, c'est 2 500 $ par enfant. Donc, souvent, quand on le regarde en montant comme ça fait quand même beaucoup, mais si on se ramène, là, si en fait, ça représente 6,85 $ par jour par enfant. Donc, quand on le ramène là, comme ça fait des petites économies à faire là, à chaque jour puis à chaque semaine pour venir chercher là, le maximum de ce côté-là. La question que j'ai souvent aussi, c'est justement, puis probablement que vous l'avez entendu beaucoup, là, ouais, mais si mon enfant ne va pas à l'école, qu'est-ce qui arrive? Donc, en fait, au niveau des régimes épargne-études, c'est important de savoir que pour déclencher là, le paiement d'aide aux études là, rendu aux études supérieures, c'est pas seulement là, l'université. Donc, souvent, les gens pensent que c'est que l'université, mais les diplômes d'études professionnelles, donc les DEP vont compter. Le cégep, ça entre là-dedans aussi. Donc, on a vraiment une possibilité là, d'aller ressortir là, des sous du régime. Et aussi, il ne faut pas oublier que tout ce qui est cotisation, si jamais, advenant le cas qu'il y a vraiment aucune étude là, supérieure là, qui est faite, ben, vos cotisations, ça vous appartient. Donc, ça peut vous être là, retourné. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pas le 30 du gouvernement, ou si on garde 30 du gouvernement? Non, c'est ça. Si jamais il n'y a vraiment aucune étude qui est faite, le 30 doit être retourné. Mais souvent, comme petite astuce aussi, là, en fait, ça nous prend le même si jamais l'enfant fait juste seulement une session. On peut déjà ressortir là, une partie du paiement d'aide aux études. Donc, souvent, au niveau du décaissement aussi, là, c'est pour ça que c'est important là, des fois de s'informer justement à son conseiller financier ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des stratégies pour venir justement là, sortir les subventions et tout là, pour s'assurer de bénéficier au maximum de son régime.
Puis, si par exemple, l'enfant ne fait pas d'études supérieures là, pour le moment, puis décide de retourner aux études à 35 ans, est-ce que cet argent-là va pouvoir être versé ou c'est un peu trop tard, là? En fait, 35 ans, c'est sûr qu'on va être là vraiment un petit peu trop tard parce que la limite, ça va être justement ça, là, un 35 ans. Ça dépend toujours, par contre, quand le régime a été ouvert. Il y a quand même quelques règles là, à respecter au niveau des régimes épargne-études de ce côté-là. Mais par exemple, l'enfant qui décidait de ne pas aller à l'école tout de suite, puis il retourne vers 25 ans, bien, à ce moment-là, les sous qui sont dans le régime là, peuvent être utilisés, il n'y a pas de problème. Puis, il y a d'autres stratégies aussi, là, des fois, qui peuvent être mises en place là, pour pouvoir ressortir là, des sous du régime là, si jamais l'enfant irait vraiment pas à l'école. Mais s'il fait un retour aux études, il n'y a pas de problème, ça peut être utilisé. Et l'argent que le parent place là-dedans, c'est un peu comme les REER, c'est à l'abri de l'impôt quand on le place? En fait, c'est une bonne question aussi. Là, quand on investit dans le régime épargne-études, contrairement à, par exemple, un REER, on n'obtient pas de déduction fiscale. Donc, il n'y a pas de retour d'impôt. Par contre, les rendements qui sont faits dans le régime, donc si vous investissez sur vraiment un placement qui fait du rendement, ça va compter comme des paiements d'aide aux études. Donc, ce qui est avantageux, c'est que le rendement, au moment de le sortir, mais souvent, nous, le conseil qu'on va donner, ça va être de le faire sortir au nom de l'enfant qui, lui, va avoir des moins gros revenus. Donc, tu ne seras pas trop imposé là, sur ces paiements d'aide aux études. Souvent, même, je vous dirais, là, les enfants ne sont pas imposés du tout là, parce qu'ils ont des revenus qui sont vraiment plus faibles. Puis, justement, c'est sûr là, que, bon, on s'entend que l'objectif de ça, c'est d'avoir de l'argent pour les études, mais l'appartement, souvent, qui va venir avec, l'enfant qui va moins travailler parce qu'il est aux études et tout. Un enfant là, qui est chez ses parents encore parce qu'il va à l'université dans la même ville, qui n'a pas vraiment de dépenses liées à ça, peut quand même avoir tout l'argent là, sans preuve de ses dépenses. Oui, exactement. En fait, un coup qu'on a la preuve d'études pour sortir les sous du régime, il n'y a pas de preuve à donner sur comment on utilise l'argent. Donc, ça peut être versé, là, même si jamais l'enfant, par exemple, est rendu à majorité, puis ses parents veulent vraiment lui donner l'argent, bien, lui, il peut même s'ouvrir un placement lui-même à ce moment-là là, avec les sommes, si jamais il n'en a vraiment pas besoin là, pour autre chose, mais il n'y a pas de besoin de preuve de dépenses là, au niveau du régime. C'est simplement une preuve pour la sortie là, des fonds là, à ce moment-là. Parfait. Puis, est-ce qu'on a aussi, là, dans la limite de temps, là, donc je suppose qu'il faut avoir un enfant pour commencer à cotiser, puis ça va jusqu'à quel âge? En fait, ce qui est intéressant aussi, là, comme tu mentionnais, il faut avoir un enfant. C'est pas nécessaire d'avoir nous-mêmes un enfant. Là. Des fois aussi, c'est une nuance là, que j'apporte. Là. Des fois, il y a par exemple, là, des grands-parents ou des parrains, marraines qui peuvent ouvrir là, un régime pour leur neveu-nièce ou petit-enfant. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et pour cotiser, en fait, la limite subventionnable, ça va être la 17e année où on va avoir la dernière subvention. Il faut simplement faire attention. En fait, là, il y a des petites règles à respecter. Il faut avoir soit cotisé là, dans le régime avant les 12 ans de l'enfant un tel montant, ou sinon, il faut qu'avant la 15e année, on ait versé au moins 2500 dollars dans le régime, donc pour avoir droit à la subvention de la 16e et de la 17e année là, de l'enfant. Parfait. Donc, dans le fond, dès qu'on a un enfant là, dans notre vie, ça serait bon de consulter un conseiller financier pour voir Oui, qu'est-ce qui serait plus avantageux. exactement. Puis souvent aussi, moi, des fois, j'ai des clients là, que ce qu'ils font aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui vont donner justement de l'argent comme cadeau de fête, cadeau de Noël ou quoi que ce soit. Mais c'est intéressant justement de le remettre là, dans le régime épargne-études, des fois, là, à la place de ne pas acheter d'autres choses avec, parce qu'en plus, on a 30 là, supplémentaire qui est offert là, par le gouvernement là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, des fois, pour les familles à plus faible revenu, il y a aussi le bon d'études canadien. Donc, pour une famille à plus faible revenu, c'est un 500 qui est disponible, là, qui est offert aussi par le gouvernement fédéral, qui peut être versé dans le régime là, si les revenus sont assez bas en fait de ce côté-là. OK. Parfait. Puis, une fois justement là, qu'on va ressortir l'argent de l'épargne-études, il y a une limite par année, si je ne me trompe pas. Là, on ne peut pas sortir tout d'un coup à la première session. Oui, c'est ça. En fait, au niveau, ça aussi, une petite distinction à faire. Donc, au niveau des cotisations, vraiment les sous que la personne a investis dans le régime, ça peut être sorti là, sans limite pour la première année. Par contre, au niveau de tout ce qui va être paiement d'aide aux études, donc ça inclut les intérêts faits sur le placement, les subventions gouvernementales. Donc, ça, il y a une limite là, qu'on ne peut pas sortir là, la première année. C'est 5 000 maximum de PAE, donc de paiement d'aide aux études, qui peut être sorti. Par contre, après ça, là, la limite, on n'a plus de limite là, pour sortir là, dès l'année suivante. OK. Parfait. Donc, je pense que ça fait
l'intérêt, est-ce que c'est il compte l'intérêt que de l'argent du parent ou s'il compte tout intérêt confondu? Oui, c'est ça, c'est tous les intérêts là, confondus. Donc, l'intérêt qui est fait sur les paiements d'aide aux études et sur les sous là, que le parent a placés dans le régime. OK. Puis, toi, en tant que conseillère financière, tu conseilles de placer combien pour le. Est-ce que tu conseilles de placer le maximum ou c'est pas nécessaire le maximum? Moi, je vous dirais que personnellement, moi, comme dans mes plans financiers, c'est sûr que ça dépend aussi de la situation financière personnelle de chacune des familles et tout. Là, on s'assure qu'il y a des besoins tout de base, mais disons qu'on a une pyramide financière qui est bien construite, puis on a des bons investissements pour le plan REE. Moi, je suggère là, vraiment d'aller chercher le maximum, puisque souvent, là, même si on n'a pas besoin des fois d'autant de sous pour les études, mais pour tous les petits à côté, là, ça va être des sous qui vont être vraiment utiles là, rendus quand l'enfant va être aux études supérieures, un petit peu comme on disait, là, un appartement, et des fois, ça va prendre peut-être une voiture ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est vraiment une belle habitude d'épargne. Puis, en plus, on a comme un petit cadeau là, qui est offert là, par-dessus. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important d'aller cotiser là, le maximum quand on peut le faire. Puis est-ce qu'on peut le faire, on peut le faire rétroactivement si quelqu'un nous écoute aujourd'hui puis il n'a pas commencé à cotiser, il y a un enfant qui est en bas de 12 ans, que vous avez dit tantôt? Oui, en fait, il y a une possibilité de faire du rétroactif. En fait, il y a une petite règle, par exemple, qui est limitative un petit peu de ce côté-là aussi, c'est qu'on peut aller rechercher une année par année de cotisation. Donc, disons, le maximum subventionnable par année, c'est 2 500 Le maximum qu'ils vont verser dans une année, ça va être sur le 5 000 Donc, on peut aller rechercher une année comme ça. Donc, des fois, si on commence, disons, l'enfant est rendu à 7-8 ans, bien, à chaque année, si on met un 5 000, on va chercher quand même plusieurs années là, en arrière. Donc, on finit par aller chercher le maximum. Parfait. Donc, c'est ça, là, pour les parents, consultez vos conseillers financiers aussi, là, qui vont pouvoir vous aider justement avec chaque situation. Est-ce qu'il y a des petites nuances, par exemple, là, un enfant qui aurait un handicap ou des besoins particuliers, est-ce que les règles vont être différentes? Là? Des fois, c'est possible de cotiser plus ou jusqu'à un âge plus élevé. En fait, ce ne sera pas exactement là, le même régime. Au niveau du régime épargne-études, ça va rester la même chose, mais il y a d'autres régimes là, pour les gens avec une invalidité ou un handicap là, qui peuvent venir s'ajouter. Puis, j'ajouterais aussi au fait, quand tu as dit là, consulter votre conseiller financier, en effet, c'est important de le faire aussi pour les régimes épargne-études. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations qui se font là, avec la sollicitation téléphonique et tout pour les régimes épargne-études. Chaque régime est différent, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut vraiment vous dire quel régime vous convient le mieux. Ça évite aussi d'avoir des mauvaises surprises, des fois, de régimes qui sont, par exemple, plus restrictifs, moins flexibles et tout. Donc, c'est juste de s'assurer d'avoir le bon produit pour la bonne personne. Parfait. Donc, je pense que ça fait le tour un petit peu là, pour le régime épargne-études. Il y a eu une question là, qui parlait, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir répondre à ça. Là, je sais que souvent, c'est plus directement dans les universités et tout, là, mais par rapport aux prêts et bourses, c'est quoi les conditions là, justement pour pouvoir en avoir là, soit au cégep ou à l'université? Là, je ne sais pas si tu peux y répondre. En fait, au niveau, là, il faut vraiment aller avec la demande d'aide financière ça. aux études qui vont pouvoir vous calculer le montant de prêt ou de bourse que vous avez droit. Souvent, moi aussi, avec mes clients, des fois, on fait justement, là, on fait les demandes pour aller voir qu'est-ce que les enfants ont droit et tout. Puis, des fois, même si les gens disent ça vaut pas la peine, je veux pas le faire, mais des fois, ça vaut quand même la peine de juste essayer. Là, j'ai des clients qui sont sortis avec quand même des bons montants en bourse qui n'étaient pas nécessairement des prêts. Puis que ça les a aidés là, à passer à travers là, leurs études. Donc, ça vaut la peine là, de faire juste le petit exercice de faire la demande là, sur les sites du gouvernement, puis d'aller voir là, ce que vous pouvez avoir. Est-ce que tu es au courant d'avoir un régime d'épargne-études, si ça vient limiter le nombre de prêts et bourses que l'enfant peut obtenir? Est-ce que ça rentre dans le calcul? Au niveau des prêts et bourses, il faudrait que je revalide. Là, je pourrais vous le réécrire par courriel. De mémoire, ça ne rentre pas là, dans le calcul pour l'enfant, mais je pourrais valider pour vous l'envoyer par courriel. Parfait. Puis ça, c'est ça justement, le prêt et bourses du gouvernement.
cégep, université. Pour les parents là, qui se poseraient la question, il y a aussi des bourses qui existent là, pour les écoles privées du primaire, du secondaire, là, sans dire qu'on valorise nécessairement l'école privée. Des fois, l'enfant veut suivre ses amis, des fois, l'enfant veut aller dans une école en particulier parce que l'équipe de hockey est là, parce qu'il y a un programme de théâtre, peu importe. Là, donc, il y a toutes sortes de raisons qui pourraient justifier qu'on veuille y aller. Mais des fois, ce n'est pas dans les moyens des familles. Donc, les écoles privées, souvent, la Fondation va offrir des bourses là, aux familles qui peuvent avoir une situation plus difficile ou un plus faible revenu. Puis ça, souvent, ça va être anonyme. Là, donc, ça ne sera pas affiché que votre enfant est à l'école privée avec une bourse. Là, donc, ça reste confidentiel. Puis les autres ne le savent pas. Puis, il y a aussi des bourses d'excellence là, dans les écoles privées du secondaire. Donc, par exemple, une bourse d'excellence sportive bien, pour qu'un jeune puisse venir jouer dans l'équipe de football, peu importe, de son école, ou d'excellence là, scolaire, donc un enfant qui pourrait avoir une bourse pour ça. Là. Donc, si vous vous informez auprès des écoles, souvent les fondations peuvent offrir ça si jamais pour vous, votre enfant, là, ça peut être une option d'aller à l'école privée, mais que c'est un petit peu hors de prix. Là. Les bourses pour ça. Puis, justement, là, bon, pré-bourse, université, tout ça, si on y va plus en termes de conseils, justement, d'épargne, là, fait que c'est bien beau qu'on veut mettre de l'argent dans un régime d'épargne-études, on la prend où cet argent-là? Est-ce qu'il y a des trucs là, de comment on épargne quand on a des parents qui ont des dépenses assez élevées pour les enfants? Mais au niveau aussi, en restant aussi un petit peu côté aide gouvernementale, il y a des allocations aussi qui sont versées, les allocations familiales. Donc, des fois, ça aussi, ça peut être intéressant d'utiliser ces sous-là, par exemple, pour investir dans un régime d'épargne-études. Un conseil aussi que je donne souvent à mes clients, c'est justement quand on fait leur analyse, le plus au niveau fiscal, c'est de regarder au niveau des REER, en fait, parce que lorsqu'on place des sous dans un REER, ça vient réduire le revenu imposable. Et ça a un impact sur les allocations. Donc, des fois, des clients qu'on vient changer de braquette d'impôt, on les descend, mais on vient augmenter leurs allocations familiales juste avec le mécanisme d'avoir placé dans les REER. Donc, ça peut être utile là, de ce côté-là. Puis, je sais que des fois, c'est difficile de. Souvent, les gens voient que les placements, ils voient ça comme quelque chose de gros parce qu'ils voient, par exemple, les montants en entier. Donc, de dire, il faudrait que je mette, par exemple, 5 000 dans mes placements cette année. Mais moi, le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est qu'on y aille par placement périodique. Donc, par exemple, qu'on dit, on prend un montant sur ta paie à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, puis on investit comme ça périodiquement. Ça fait que la personne ne le voit pas comme une montagne, puis à la fin, elle voit quasiment plus passer. Et souvent, ce que je leur dis aussi, c'est on commence avec un plus petit montant, puis on se dit qu'à chaque année, mais on se remet, par exemple, un 5 de plus par prélèvement. Donc, petit à petit, là, on finit par pouvoir atteindre des objectifs qui sont vraiment intéressants. Parfait. Puis, justement, là, c'est ça. Si les personnes vont aller placer probablement là, dans une épargne-études s'ils ont des enfants, REER aussi, dont tu as parlé, peux-tu parler aussi de CELI ou d'autres types là, Le CELI, en fait, c'est un petit peu là, le petit bonbon aussi au niveau des placements. Là, c'est quelque chose qui est super intéressant. Pour les enfants aussi, c'est quand même intéressant. Des fois, les parents qui veulent mettre des sous de côté pour plus, comme disons, s'il arrive des imprévus ou des urgences ou quoi que ce soit. Le CELI, c'est un très bon outil pour le faire parce qu'en fait, le CELI, c'est un compte qui va être libre d'impôt. Donc, vous allez pouvoir retirer les sommes là, sans avoir à vous en faire avec l'imposition, contrairement au REER, qui, oui, on a une déduction lorsqu'on dépose dans le REER, mais on est imposé à la sortie des fonds. Donc, le CELI, c'est pour ça là, que c'est plus intéressant des fois pour les petites dépenses là, court terme ou un petit peu plus urgentes des fois là, qu'on ne voit pas venir parce qu'on peut le ressortir là, en tout temps. Donc, c'est sûr aussi quand on parle justement de CELI, dépenses imprévues, moi, ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de toujours avoir un fonds de prévoyance, un fonds d'urgence. Donc, disons, un 3 mois là, de revenus habituellement, là, c'est ce qu'on va conseiller comme fonds d'urgence. Puis ça permet de justement faire face des fois là, les imprévus. Un enfant, justement, est malade ou on ne peut pas travailler à cause d'une raison comme ça, mais ça nous file un petit coussin financier intéressant. En ce moment, avec la COVID, ça se peut que ça arrive, là, un pareil Exactement. Effectivement. Puis, un jeune couple là, qui se présente pour avoir des conseils au niveau financier, est-ce que tu as des conseils, pas des conseils, mais est-ce que tu as une ampleur de budget de ce que ça peut représenter, le fait d'avoir un ou deux enfants? Est-ce qu'il y a comme des grandes généralités là, qui sont là au niveau financier ou si c'est vraiment...
C'est sûr que c'est vraiment toujours, disons, du cas par cas. Souvent, nous, si on parle plus d'épargne en général, il y a une petite règle du pouce, disons, dans le domaine qui dit qu'on doit épargner au moins 10 de son revenu net pour arriver à des objectifs qui sont intéressants. Donc, ça, c'est une petite règle de base. C'est sûr que quand un jeune couple, disons, arrive dans mon bureau, commence à parler de famille et tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment établir les bases d'une bonne pyramide financière pour avoir une belle santé financière et que, justement, l'enfant non plus ce soit pas là, un fardeau financier puis que ça aille bien là, de ce côté-là. Donc, on va justement prévoir des petits imprévus. Donc, l'assurance va venir aussi entrer là, en ligne de compte. On va s'assurer aussi qu'au niveau budgétaire, là, le bilan et tout, c'est quelque chose qui est solide. Donc, qu'on ne s'endette pas de plus en plus, là, qu'on s'en va plus vers la bonne direction là, d'aller en remboursant nos dettes, des choses comme ça. On va établir là, des budgets là, de cette façon-là. Puis, ça va être comme ça là, qu'on arrive tranquillement vers l'objectif, là, la famille, les études et tout. Question intéressante justement par rapport à ça. Ça arrive qu'un enfant soit imprévu, là, donc qu'on n'a pas eu le temps nécessairement de se dire, bon, ben OK, on met de l'argent de côté ou OK, notre situation financière est assez stable pour avoir un enfant. C'est quoi tes conseils? Là, quelqu'un qui débarque dans ton bureau qui dit, là, je suis un peu dans le trouble, là. J'ai comme un bébé, mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a des trucs? Ouais. C'est sûr qu'on va y aller vraiment, on va commencer vraiment avec justement la base, puis on va aller aussi dans je veux pas dans les produits au niveau financier, il y a des bases, mais il y a différentes catégories de produits qui fait que les produits vont être beaucoup moins chers ou beaucoup plus chers selon la gamme et ce qu'on veut vraiment aller chercher. Donc, mettons quelqu'un qui arrive dans mon bureau qui n'a rien du tout, donc pas d'assurance, pas de placement, rien, puis qui me dit j'aimerais ça que mon enfant ait quand même des minimums, ben, c'est sûr que de base, on va faire le tour. Là, est-ce que cette personne-là, justement, au niveau de l'assurance, un minimum, on va mettre un temporaire en assurance vie, disons, quelque chose de pas dispendieux, mais qui va pouvoir assurer, là, si jamais la personne décède, justement, que l'enfant puisse avoir une continuité là, de sécurité financière, disons, comme ça. Après ça, on va commencer à ouvrir justement là, un compte tout de suite là, pour commencer à prévoir les imprévus. Donc, si l'enfant n'est pas encore né, mais on va tout de suite partir là, un prélèvement au minimum de la capacité vraiment là, de la personne. Donc, on va surtout revoir là, justement le budget pour voir est-ce que la personne justement a des dépenses qui sont peut-être un petit peu superflues puis qu'il faudrait là, venir réajuster là, en fonction du fait que maintenant, il va avoir là, un enfant dans le décor. Et ça, est-ce que cet exercice-là doit être refait à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant dans la famille? Je pense aux assurances. Est-ce qu'à chaque fois, on devrait réviser nos montants d'assurance, réviser le montant qu'on place pour les enfants? Oui, exactement. Moi, en fait, avec mes clients, je le révise là, en fait, on révise une fois par année les plans financiers, mais à chaque fois, s'il y a un nouvel enfant ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on fait une révision globale là, de la situation parce que ça vient changer aussi là, le fait d'avoir justement un enfant ou de plus. Au niveau des montants d'allocation et tout, ça vient changer là, les montants. Donc, on vient réajuster là, le plan. Au niveau de l'assurance aussi, ça va changer là, de ce côté-là. Puis je suppose aussi là, justement que ces personnes-là, des fois, qui ne s'attendaient pas à avoir un enfant, ne sont pas nécessairement au courant non plus là, des mesures qui peuvent leur être apportées. Donc, d'aller consulter quelqu'un, justement, va pouvoir vous dire à quoi vous avez le droit, les allocations, tout ça. Puis aussi, si la personne est encore étudiante, ben ça va venir affecter justement les prêts et bourses et tout. Là, le fait d'avoir un enfant à charge va pouvoir augmenter les prêts auxquels vous avez droit. Donc, poser vos questions, puis probablement que vous aurez des belles surprises. 2 questions, là. Il y en a une, c'est plus par rapport à tantôt. Il y en a là, qui ont un peu peur de placer leur argent parce qu'ils ont peur d'en perdre. Donc, on leur répond quoi? Donc, c'est sûr que c'est ça. Au niveau des placements, il y a des gens qui sont plus inquiètes par rapport à un placement à la bourse. Si je me ramène juste, disons, au régime épargne-études, même si disons, on place l'argent dans un régime épargne-études puis qu'on ne l'investit pas du tout à la bourse, donc on le met juste dans quelque chose, là, par exemple, un compte à intérêt quotidien qui rapporte un petit, disons, 0,01 par année, quelque chose de très, très de base, mais on va quand même avoir le 30 gouvernemental. Donc, si jamais vous êtes vraiment insécure face au fait là, d'investir sur les marchés boursiers, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on a quand même là, l'intérêt à aller chercher des sous du gouvernement. Par contre, si je me ramène vraiment plus au niveau le placement, puis que, disons, mon côté conseillère prend un petit peu le dessus, c'est sûr qu'il faut se rappeler aussi que, disons, qu'on commence à placer tôt pour un enfant, on a quand même un bel horizon là, de temps qui va être autour là, de 17-18 ans avant d'aller ressortir là, les fonds.
Donc, c'est quand même là, un horizon qui est assez long. Là. Les risques que le placement ait diminué durant ces périodes de temps-là sont quand même assez faibles. Et aussi, il ne faut pas oublier que si on investit, par exemple, périodiquement dans un régime épargne-études, mais on entre souvent dans le marché. Donc, ce qui fait qu'on a quand même moins de risques que, par exemple, si on fait juste une fois rentrer, disons, 25 000 versus si on rentre 2 500 par année, on a moins de risques d'avoir eu un haut de marché puis que ça ait juste descendu depuis ce temps-là. Ça me surprendrait quand même beaucoup que ça fasse que descendre sur 10 ans, mais c'est ça. L'horizon de temps, c'est vraiment là, notre allié en placement. Donc, plus on a un horizon long terme, plus on peut aller dans un profil d'investisseur qui va avoir un niveau là, de risque, entre guillemets, plus élevé. Puis c'est comme ça aussi qu'on vient faire là, un petit peu plus là, de rendement. Il y a aussi, là, pour les gens qui sont vraiment un petit peu plus insécures face au placement, il y a quand même des fonds aussi qui s'offrent avec des garanties là, qui peuvent être intéressantes pour rassurer les gens là, de ce côté-là. Qu'on sait qu'on ne peut pas perdre ou très peu. Là. C'est ça. Okay. Je pense qu'on pourrait profiter aussi de rappeler aux gens de faire attention avec qui ils font affaire, hein, le conseiller financier. Je pense que c'est important. Tu peux te donner les règles de base là, pour faire les oui, c'est ça. C'est sûr que oui, en effet, c'est important de s'assurer là, que la personne avec qui on fait affaire, là, c'est quelqu'un de confiance aussi, puis qui est bien intentionné là, de ce côté-là. C'est sûr que les normes réglementaires ont beaucoup là, évolué là, si on se reporte à certains scandales financiers qu'il y a eu à l'époque. Mais de s'assurer là, que justement, en fait, c'est sûr, la confiance, ça va être quelque chose. Là, si jamais vous sentez justement que votre conseiller, vous avez une confiance qui est un petit peu précaire, puis que vous avez l'impression, par exemple, qu'il veut vous forcer à faire des choses, bien, à ce moment-là, ce serait peut-être mieux là, de changer. Vous pouvez toujours aussi vérifier ses qualifications sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est intéressant à faire. De vérifier aussi à quelle entité il est rattaché. Donc, des fois, souvent, les gens vont être rattachés à quelque chose là, comme Desjardins, l'Industrielle Alliance, Banque nationale, donc des grosses institutions. Ça, à ce moment-là, ces institutions-là sont là pour vous protéger, vous, là, aussi de ce côté-là. Donc, c'est ça. C'est quand même important là, de bien vérifier. Mais c'est ça, vous pouvez aussi là, vérifier justement là, les qualifications de la personne. Puis un peu comme avec tout, si vous doutez, ben c'est toujours bien là, si vous voulez avoir un deuxième avis ou voir avec quelqu'un d'autre aussi si vous n'êtes pas sûr. Là, c'est sûr que des fois, ça peut faire peur un peu l'argent, les finances, quand on ne connaît pas ça. Là. Des fois, c'est des gros termes qui ont l'air super compliqués, mais au moins, si vous faites vos recherches, vous voyez qu'il y a d'autres avis aussi là, qui disent la même chose, ça peut toujours aider. C'est ça. Puis en effet, là, le deuxième avis aussi, là, c'est quelque chose qui est bien. Là. Donc, vous pouvez aller voir un conseiller, puis par exemple, avoir un deuxième avis, aller voir à un autre endroit, là, c'est quelque chose qui se fait aussi, là, il n'y a pas de problème. Donc, des fois, que l'autre personne vous valide, puis ce que vous avez fait, c'est bon, ben c'est rassurant aussi là, de ce côté-là. On a effleuré un petit peu le sujet de l'assurance vie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'importance de ça pour les enfants qui seraient dans une situation où les parents décèdent, là, par exemple? Qu'est-ce que ça fait concrètement là, d'avoir une bonne assurance vie? Oui, c'est ça. C'est sûr que souvent, là, pour l'assurance vie du côté des parents, c'est quelque chose qui est quand même important justement pour soutenir là, financièrement en fait le même niveau de vie pour l'enfant. Souvent aussi, je prends l'exemple par exemple, un jeune couple pour qui les deux salaires sont vraiment importants pour arriver avec les dépenses et tout. Bien souvent, on regarde si un des deux venait à décéder là, le lendemain matin. Est-ce qu'on voudrait que, par exemple, les enfants continuent de s'y jouer au hockey, faire leurs activités de la vie quotidienne? Donc, c'est sûr que c'est des activités qui impliquent des fois les deux salaires. Donc, de protéger les salaires comme ça, ça vaut, des fois, ça vaut la peine. En assurance temporaire, surtout, ça ne sera pas, là, pas trop cher de ce côté-là. Et aussi, c'est une assurance temporaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas. Probablement, oui. Ouais. Oui, et puis en fait, c'est ça la différence. On a dans l'assurance, disons, si on fait ça très, très de base, on a deux grandes familles, le permanent et le temporaire. L'assurance temporaire, ça va venir couvrir une période de temps. Donc, par exemple, on dit une assurance temporaire de 10 ans. Mais durant 10 ans, vous êtes protégé. À la fin du 10 ans, vous pouvez soit renouveler l'assurance ou vous pouvez l'annuler, la laisser tomber. Donc, c'est vraiment là, sur des périodes de temps. Là. Donc, on va avoir du 10 ans, du 20 ans, du 25, du 30 ans. Donc, il y a beaucoup de termes qui sont possibles, mais ça va vraiment couvrir une période de temps. Alors que le permanent, c'est une assurance on va garder souvent toute notre vie. Donc, c'est vraiment notre assurance là, qui est bonne à vie.
Puis, c'est ça, permanente temporaire, si je ne me trompe pas aussi, ça peut être quand, mettons, on a encore une maison à payer, on sait qu'on a une dette, bien, pour pas que quelqu'un se ramasse avec notre dette. Puis après, quand les gros paiements sont faits, bien, on peut l'enlever parce qu'on n'a pas de dette, là. C'est ça, exactement. La maison, c'est quelque chose qu'on vient souvent couvrir, là, le prêt hypothécaire. Justement, c'est des choses qu'on discute aussi avec les couples là, ou les jeunes familles, de dire si un des deux décède, est-ce que vous aimeriez que la maison soit payée, par exemple, juste votre partie ou qu'elle soit payée en entier? Donc, ça, là, c'est des termes qu'on vient aborder. Puis aussi, des fois, c'est au niveau de maintenir là, le même niveau de vie, on va discuter sur le temps là, qu'on veut le faire. Donc, jusqu'à la majorité des enfants. Il y en a d'autres, ça va être des fois juste 2-3 ans. Donc, ça, c'est vraiment libre là, à chacun. Puis c'est des discussions là, que c'est justement d'avoir avec un conseiller, des fois, ça nous fait réfléchir un petit peu là, à tout ça. Puis après ça, ça reste toujours là, votre décision. Puis c'est ce qui détermine aussi la prime d'assurance vie, là. Exactement. Parce que dans les primes, là, on a vraiment un vaste choix. Là, on peut aller des primes qui vont être en bas de 20 $ par mois à en haut de 300. Donc, c'est vraiment le variable, là, dépendamment du type de produit et du type de plan qu'on va prendre aussi là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des calculs précis pour déterminer le montant d'assurance vie qu'un parent devrait prendre en vue de... Puis est-ce qu'on le fait varier dans le temps? Parce que plus que les enfants vieillissent, ben moins ils ont besoin de comment on s'arrange là, avec tout ça pour... Exactement, oui. En fait, c'est ça, c'est une bonne question. Le calcul des besoins d'assurance vie, c'est un gros calcul qui est assez complexe. Donc, nous, on utilise là, les conseillers financiers des calculateurs pour réussir à arriver vraiment sur le bon montant selon plein de paramètres qu'on discute là, avec la personne. Et en effet, au niveau des besoins d'assurance, souvent, moi, ce que je dis, c'est que ça fait un petit peu là, une cloche dans la vie. Donc, quand on est très, très jeune, on a un besoin d'assurance qui est faible. Puis là, tranquillement, mais là, on a une maison, on a des enfants et tout. Puis là, oups, les enfants vieillissent, la maison finit d'être payée et on revient à un besoin qui est plus bas. Donc, ça, en fait, c'est justement pour ça aussi que c'est intéressant, le temporaire. Donc, on peut vraiment venir moduler les périodes de temps pour correspondre aux différents besoins là, de la vie. L'assurance temporaire est donc moins dispendieuse au niveau, disons, de l'investissement que l'assurance permanente, j'en conclus. Oui, c'est ça. Le temporaire, c'est moins dispendieux. En fait, le principe aussi de base, c'est au niveau, c'est sûr, c'est un petit peu là, un calcul un petit peu plus actuariel, mais en fait, pour l'assureur, le risque d'assurer quelqu'un en temporaire est moins grand parce qu'en fait, en assurance permanente, on est sûr qu'on va un jour verser là, le capital d'essai. Alors que si on prend, par exemple, une assurance temporaire 10 ans, si la personne ne décède pas pendant les 10 années, puis elle annule sa police par l'après, ben, l'assureur n'a pas eu à verser là, de capital. Parce que c'est ça, le taux de décès à 30 ans est pas mal plus bas que... C'est ça, exactement. Puis des fois aussi, ce que je conseille justement plus aux jeunes familles, c'est qu'on peut débuter avec des plans de temporaire qui justement vont coûter un petit peu moins cher. Et pour la plupart des produits temporaires, en fait, on a une option qui s'appelle la transformation, donc qui permet que, disons, quelques années plus tard, on peut transformer dans un produit là, permanent une partie du capital ou le capital en entier. Donc, à ce moment-là, des fois, quand on a un petit peu plus de budget pour payer une prime de permanent, on peut faire la transformation. Ça permet de changer pour du permanent sans repasser là, les tests de santé. Justement, test de santé parce que, bon, c'est sûr que quelqu'un qui serait déjà malade ou dont le décès là, est imminent ou qu'on sait là, que c'est dans les prochaines années, bien, c'est sûr ça va coûter plus cher ou que même peut-être ça ne sera pas assurable. Donc, on se fait toujours dire, là, prenez vos assurances le plus jeune possible. Jusqu'à quel point jeune? Est-ce qu'on prend une assurance vie à nos jeunes enfants? Comment ça fonctionne? Je te dirais, le sujet là, de l'assurance vie pour les enfants, là, c'est quelque chose qui est quand même controversé. Donc, ça dépend vraiment un petit peu justement de chaque personne et de quel type de produit. Il y a des gens qui vont dire, parce qu'en fait, plus on est jeune, moins ça coûte cher. Donc, il y a des gens qui disent, je vais prendre l'assurance permanente pour mon enfant quand il est pratiquement là, bébé ou naissant. Donc, comme ça va être fait, puis ça va être un cadeau, disons, là, que je lui fais à ce moment-là. Il va avoir son assurance permanente. Puis, on a même des assurances qui se payent rapidement. Donc, des fois, rendu aux 20 ans de l'enfant, l'assurance est finie de payer, puis il peut conserver la police. Donc, ça, c'est super intéressant. Dans une autre petite idée, il y en a qui disent, mais l'enfant, c'est pas nécessairement s'il décède, ce ne sera pas une perte financière. Donc, pourquoi je lui prendrais là, de l'assurance? Donc, en fait, c'est sûr que l'assurance pour l'enfant, ce qu'on vient protéger, c'est son assurabilité.
Donc, c'est de dire la capacité qu'il va pouvoir se prendre de l'assurance. Disons, si on lui prend un temporaire, il va pouvoir le transformer éventuellement, même s'il y avait un petit pépin de santé. Moi, ce que je vois quand même là, de temps en temps, là, c'est par exemple un bébé qui arrive là, à la naissance avec un souffle au cœur. Donc, des fois, c'est quelque chose là, qui est vraiment bénin, qui n'a pas de gros impact majeur, mais au niveau de l'assurance, là, ça devient vraiment plus compliqué d'assurer. Donc, des fois, là, de l'avoir assuré, parce qu'on a certaines méthodes qui nous permettent d'assurer l'enfant même un petit peu avant la naissance, là, donc quand la maman est enceinte. Donc, des fois, ça protège là, l'assurabilité, ou même un enfant qui développerait, par exemple, une maladie là, rendue à 5, 6, 7 ans, bien, si on lui a pris un petit temporaire quand il y avait 1 an ou 2, bien, comme ça, on est sûr qu'il va pouvoir s'assurer au moins toute sa vie. Donc, c'est ça, une fois qu'on est assuré, c'est correct pour toujours. C'est ça, exactement. Une fois c'est sûr, si on veut reprendre des plus gros montants, là, il faut repasser des tests. Mais pour le montant qu'on est assuré, un coup que c'est fait, on n'a plus là, à se casser la tête. Puis sinon, ben, pour des adultes, ça serait le plus tôt possible, justement, parce que même si on se dit, ben, j'ai pas tout de suite de maison, j'ai pas tout de suite d'enfant, mais de le prendre justement quand on est jeune puis qu'on n'a pas de pépins. C'est ça, donc c'est sûr que c'est quand on est plus jeune, on n'a pas de problème de santé. En plus, souvent, on va pouvoir se prendre une base qui coûte pas trop cher, puis ça nous permet de protéger le fait qu'on va pouvoir s'assurer pour un coût raisonnable versus si jamais on a des pépins de santé, on risque d'avoir des surprimes sur l'assurance, on peut même être refusé. Après ça, les options qui vont s'offrir à nous vont être beaucoup plus chères avec des produits à émissions simplifiées. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de regarder ça là, assez tôt là, de ce côté-là. Puis si on reprend notre jeune couple fictif qui veut des enfants, pour une raison X, là, un des deux ou les deux ne sont pas assurables ou peu assurables parce qu'ils ont un problème de santé quelconque, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer que dans le cas d'un décès, puis je suppose aussi justement que si on n'est pas assurable, ben, le décès est peut-être plus probable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les enfants manquent de rien? Donc, c'est sûr que, disons, advenant le cas, je dirais qu'on a quand même plusieurs familles de produits d'assurance, donc des assureurs qui vont se spécialiser justement dans les cas plus difficiles. Donc, qu'on peut toujours réussir à aller chercher souvent un petit quelque chose au niveau de l'assurance. Mais disons un cas là, que ce serait vraiment pas probable, mais à ce moment-là, ça va être de vraiment prévoir là, des fonds justement en placement pour pouvoir là, avoir des bons actifs financiers, là, que si jamais il arrive quoi que ce soit, mais au moins là, la personne va avoir là, un petit coussin financier de plus là, à offrir à sa famille. Parfait. Puis au niveau de l'assurance aussi, on parle souvent d'assurance vie. C'est sûr que moi, il y a aussi l'assurance invalidité, que je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut s'assurer d'être bien couvert. Et un sujet duquel on parle un petit peu moins souvent au niveau de l'assurance, mais qui est quand même assez commun, c'est l'assurance maladie grave. Donc, ça, au niveau des enfants, je vous dirais, ça aussi, c'est un sujet des fois qui est un petit peu moins discuté. Mais d'assurer, par exemple, un enfant en maladie grave, souvent, ça va être intéressant parce que, par exemple, si un des enfants développe une maladie grave, souvent les parents vont devoir s'absenter du travail pour aller sur les traitements, aller à l'hôpital et tout. Donc, le montant qui est versé là, pour la maladie grave, ça peut venir compenser là, des petites pertes là, financières comme ça. Donc, l'assurance sur l'enfant pourrait être versée là, aux parents, même si l'enfant, lui, en tant que tel, n'engendre pas directement de pertes financières. C'est ça, en fait, c'est que l'assurance maladie grave, quand on assure l'enfant, c'est que si l'enfant a un diagnostic de maladie grave, l'assureur va verser là, le capital à ce moment-là. Puis les parents peuvent l'utiliser là, pour eux s'il y a des pertes là, à ce moment-là. Intéressant, je ne savais pas. Moi non plus, je ne savais pas. Bon, ben, on aura appris des choses. Oui, nous aussi. OK, donc pour assurance vie, tout ça aussi, là, si on veut juste faire peut-être une petite parenthèse rapide là, sur les autres assurances, là, que bon, les enfants, on sait qu'ils sont sur les assurances de leurs parents, là, s'ils en ont. Jusqu'à quand? C'est quoi les conditions? Tout ça? Est-ce qu'il y a une limite d'enfants? Comment ça fonctionne? Les assurances plus générales, là, santé et tout. Oui, c'est ça. En fait, le type d'assurance que tu parles, c'est probablement les collectifs, donc dire les dents, les lunettes exact. et tout. Ouais. Donc ça, souvent, si l'enfant est aux études, ça va aller souvent, ça dépend de chaque régime, c'est bien sûr, là, mais je vous dirais majoritairement, on va aller jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit là, des études. Sinon, ça va être la majorité. Donc, quand l'enfant atteint 18 ans, il est retiré là, du régime. Puis quand il va à l'école, souvent, c'est justement, ils vont étendre là, jusqu'à un petit peu plus longtemps.
Puis sans limite, là, dans le fond, de nombre d'enfants ou de peu importe, là, c'est Non, sur les c'est ça. assurances. C'est sûr que ça aussi, c'est un petit peu propre à chaque régime, mais moi, personnellement, j'ai jamais vu un régime qui limitait le nombre d'enfants, là. Donc, c'est sûr que j'avais, de ce que j'ai vu aussi, j'avais des familles, mettons, 3-4 enfants, là. Peut-être qu'à 12, Oui, c'est c'est ça. C'est sûr que là, il y a certaines exceptions peut-être, mais OK, parfait. Puis une autre aussi, histoire. j'en profite pour dire, là, les étudiants, si vous ne savez pas, vous avez souvent certaines assurances là, qui sont incluses dans les frais scolaires. Donc, si vous avez déjà des assurances meilleures, ben enlevez-les de vos assurances. Là, souvent, ça s'annule. C'est comme un peu caché dans les frais scolaires. Là. Donc, pensez de vérifier ça. Vous pouvez sauver de l'argent avec ça. Puis, si jamais vous n'avez pas d'assurance, ben vous en avez probablement. Là, des fois, il y a les lunettes, le dentiste, tout ça. Là, donc, vérifiez vos choses dans vos Et frais en de même temps, c'est ça, j'en profiterais pour ajouter justement là, au niveau des assurances comme ça collectives, ben, c'est justement de ne pas être assuré en double là, parce que les collectifs, ils ne vont pas verser en double. Donc, justement, s'il y en a un d'un côté ou de l'autre, ben, de s'assurer d'être juste à une place là, et de ne pas payer là, pour trop d'assurance là, non plus de ce côté-là. Donc, souvent, justement, là, l'école, on peut l'annuler de nos frais là, à ce moment-là. Parce que. Ah, oui, vas-y. Est-ce que tu conseilles aux familles comme d'ouvrir un compte au nom de l'enfant, un compte parent-enfant, comme ça, pour commencer à placer de l'argent au nom de l'enfant? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou tu conseilles plus de garder tout du côté des parents, puis au moment venu là, d'aider les enfants puis de les soutenir? En fait, c'est sûr qu'au niveau comme ça, là, les comptes, si on prend le principe d'un compte, disons, un régime épargne-études, ça va être toujours au bénéfice de l'enfant. Si on prend plus les comptes comme compte de banque ou quoi que ce soit, compte parent-enfant, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, plus un petit peu comme on disait tout à l'heure, qu'on peut effleurer un petit peu le sujet au niveau de familiariser tranquillement l'enfant avec la santé financière. Donc, en fait, plus on va familiariser tôt l'enfant avec les concepts financiers, bien, plus ça va être facile pour lui au courant de sa vie d'adulte de commencer à épargner parce que ça va être quelque chose là, de naturel là, pour lui. Donc, des fois, l'enfant commence à avoir des travails d'été, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant là, de l'habituer justement tranquillement à placer là, des sous. Là. C'est sûr que pour les comptes enregistrés, donc si on parle de CELI et tout, ça prend là, la majorité. Mais ça peut être intéressant là, de l'habituer tranquillement justement là, à ces concepts-là, le plus dans une optique justement de le familiariser avec ça. C'est plus dans un concept d'éducation que dans un concept là, d'avoir que l'enfant accumule des montants dans ces comptes-là. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est intéressant aussi que l'enfant accumule là, des montants dans des comptes comme ça. Là, ça lui fait des fois un beau cadeau, comme par exemple, s'il veut s'acheter une maison, il peut avoir des fois un cash down qui s'est accumulé grâce à ces sommes-là. Donc, ça, c'est intéressant aussi là, pour ce principe-là. Puis aussi, le but d'éducation, là, c'est quand même bien là, aussi de ce côté-là. Il y a certaines écoles qui font aussi là, la caisse scolaire, là, donc les enfants Oui, peuvent déposer, puis c'est souvent, mais ça va être le change qui traîne ou ils ont reçu de l'argent à Noël, tout ça, là, donc ça peut ça aussi les familiariser tout de suite là, avec le principe d'épargne. Puis des fois, les enfants vont trouver ça le fun aussi de voir le montant qui s'accumule, puis de commencer à comprendre le principe. Là. Puis je pense que ça peut même éviter aussi de perdre leur argent. Là. Les enfants qui ont le cochon plein, puis de l'argent qui traîne un peu partout. C'est sûr que si c'est à la caisse, ça peut éviter justement là, soit d'en perdre ou d'être tenté de le dépenser dans de la slush à chaque jour. Ouais. OK. Parfait. Puis, c'est ça, justement, là, en termes de contourner de l'enfant, est-ce qu'il y a des choses qui sont avantageuses ou désavantageuses, là, parce que justement, un compte qui a 200 d'un enfant ne fera pas vraiment d'intérêt, alors que si on se dit, bien, on va mettre ça dans un compte du parent qui fait peut-être plus d'intérêt, là, est-ce qu'il y a des avantages ou... C'est sûr que c'est ça. Si on y va dans un compte, si on reste dans un principe très simple, disons, de dire que dans les comptes d'enfants, on ne fait pas de placement, puis on fait du placement dans les comptes des parents, à ce moment-là, venir générer de l'intérêt, c'est sûr que ça va être plus avantageux là, sur le long terme parce que les intérêts, c'est des intérêts composés. Donc, en fait, on fait de l'argent sur les intérêts aussi. Donc, ce qui fait que plus il y en a, bien, plus le principe de boule de neige là, va s'accélérer. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant. Il y a quand même moyen aussi là, d'ouvrir des comptes en fait qui sont des comptes non enregistrés, qui sont des comptes de placement pour les enfants qui ne sont pas nécessairement majeurs. C'est sûr que par contre, le parent va devoir là, être titulaire et être fiduciaire aussi là, de ce côté-là. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est des choses qui se font.
OK. Parfait. Donc, encore une fois, je suppose que c'est du cas par cas, puis ça dépend des montants, ça dépend des enfants aussi. Il y en a des enfants qui aiment ça, au contraire, voir leur argent, plus papier, puis que ça les motive à épargner, là, peut-être aussi dans leur petit cochon ou des choses comme ça. Oui, Là. c'est Donc, ça. c'est sûr que ça dépend, mais c'est ça. Là, moi, si je vais avec le côté prof, ben c'est sûr que peu importe la façon d'épargner avec les enfants, c'est bon, là, puis ça leur montre comment, puis ça leur apprend aussi la valeur de l'argent, puis vous pouvez inclure des mathématiques là, avec ça. Souvent, ça aide, là, même des fois dans des problèmes de mathématiques, d'avoir à manipuler de l'argent et tout. Donc, des fois, c'est difficile les additions, bien, on sort des piles là, de billets puis de monnaie sur la table, puis ça va aider les enfants à venir calculer leurs choses. Donc, petits trucs comme ça pour faire une pierre deux coups là, avec l'argent, l'économie, mathématiques, tout ça. Puis, on pourra ça en reparler là, justement dans notre épisode qu'on fera plus éducation financière, là, donc vraiment comment parler là, de tout ça aux enfants. Ouais. Oui, il faudrait d'ailleurs qu'on Faudrait en faire un, effectivement. planifie ça. Là, c'est dans les plans, mais la date n'a pas encore été fixée, mais ça s'en vient. Est-ce que tu as d'autres conseils là, qu'on n'a pas encore abordés ou d'autres sujets peut-être là, pour les parents? C'est sûr, on a parlé d'assurance, placement, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, qui peuvent les aider à soit sauver de l'argent ou à faire maximiser leur taux d'intérêt, tout ça? C'est sûr, si on parle plus aussi, un petit peu maximiser l'argent, vraiment plus côté là, parents et tout, des fois, il y a justement là, des petits trucs là, au niveau, si je pense aux hypothèques, donc la plupart des gens, des fois, ont un prêt hypothécaire et tout, mais des fois, ça vaut la peine de faire affaire avec, par exemple, un courtier en prêt hypothécaire qui peut vous magasiner là, des taux. Donc, par exemple, dans les années dernières, là, les taux ont quand même diminué au niveau des taux d'intérêt, donc ça peut peut-être valoir la peine là, de changer de ce côté-là pour sauver là, quelques sous sur les intérêts. Donc, ça peut valoir la peine. Quelque chose aussi qui est intéressant au niveau plus assurance, en fait, si je parle plus au niveau de l'assurance de dommages, donc on a tous de l'assurance auto et habitation. Ça aussi, ça vaut vraiment la peine là, de magasiner à chaque année, en fait, ou disons à chaque 2 ans au moins, parce qu'en fait, l'assurance de dommages comme ça, c'est un petit peu différent de l'assurance de personnes. Ça va être tarifié en fait à chaque année, donc dépendamment des fois des secteurs ou de plusieurs facteurs. Votre prime peut avoir augmenté, mais si vous magasinez, une autre compagnie peut avoir diminué votre secteur. Donc, ça peut valoir la peine là, pour faire des économies là, de ce côté-là. Parfait. Donc, je vais vérifier si on a d'autres questions. Je pense qu'on a quand même fait le tour là, de ce qui nous avait été demandé, là, d'expliquer un petit peu en général là, avec les régimes épargne-études et tout ça, les assurances. Ça démêle beaucoup. Là, je pense que c'est des sujets qui peuvent être très lourds, des fois très compliqués, mais tu as bien expliqué tout ça. Là, je pense que ça va aider beaucoup les clients. C'est ça, là, allez vraiment, n'hésitez pas là, à aller voir justement un conseiller ou quelqu'un qui est spécialisé justement en planification financière là, pour vous aider là-dessus. Là, c'est des concepts des fois qui justement paraissent super compliqués, mais nous, notre but, c'est vraiment là, de mettre ça le plus simple possible puis le plus plaisant possible aussi pour les gens. Là. Je sais qu'il y a souvent des gens qui arrivent un peu à reculons dans mon bureau puis qui sont comme ça me tente pas vraiment de parler de ça, mais au final, c'est pour avoir là, des belles réalisations. Puis, ça finit toujours par être plaisant là, quand on atteint les objectifs. J'aurais une dernière question. Oui. La rémunération des conseillers spécialisés financiers comme ça, comment ça se passe, les rencontres, les gens? Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui. C'est ça. En fait, si vous rencontrez, par exemple, des conseillers en sécurité financière, nous, en fait, les rencontres, là, il n'y a pas de frais pour les rencontres pour avoir là, des conseils comme ça. Les gens vont être rémunérés plus sur les produits. C'est sûr, par contre, des fois, au niveau des planificateurs financiers, là, on peut charger des honoraires de planification. Je vous dirais, ça dépend vraiment là, de chacun. La plupart aussi vont fonctionner là, à rémunération sur les produits. Donc, c'est pour ça, au niveau de la rencontre, des fois, ça peut valoir la peine d'avoir une première rencontre. Ça vous engage à rien, puis il n'y a pas de dépense financière qui est liée là, à la première rencontre. Donc, c'est le moment de voir est-ce que ça clique, est-ce que ça ne clique pas avec le conseiller. C'est ça, c'est bon justement parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait soit un deuxième avis, qui n'est pas trop sûr, qui magasine un peu ses produits, bien, s'il y a des frais à chaque fois, c'est sûr, ça n'aide pas là, d'aller voir plusieurs avis. Mais là, en étant gratuit, justement, ça ouvre plus de portes là, à s'informer, ne serait-ce que pour savoir puis avoir de l'information. Oui, exactement. Puis, c'est ça, là, je suppose aussi qu'en ce moment, avec la situation, ça se fait beaucoup en ligne, là, probablement, les rencontres, il y a moyen de ne pas sortir. Oui, c'est ça exactement. Là, maintenant, avec
le télétravail et tout, là, il y a moyen de faire des rencontres par vidéoconférence, par téléphone aussi, ça peut se faire. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer la personne en physique, c'est sûr que c'est propre à chaque conseiller. Je sais que nous, par exemple, au cabinet, ça ne nous dérange pas d'avoir des rencontres là, au bureau, dans notre milieu sécurisé. Donc, puis sinon, ben, vidéoconférence, c'est super le fun. On n'a pas à sortir de chez nous, puis on peut avoir une rencontre. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde là, qui ont écouté, qui ont posé des questions et tout. Je rappelle que si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez les écrire en commentaire, puis on pourra les transmettre là, à Anne-Renée pour avoir plus de réponses. Puis, on va se revoir la semaine prochaine avec d'autres invités intéressants. Là, on en a quand même des pas pires qui s'en viennent, donc soyez à l'affût. Puis, entre autres, là, notre enseignant d'univers social, vous pouvez aller écouter le premier épisode dans lequel on a parlé davantage justement là, de politique et tout, de citoyenneté, mais on va se reconcentrer sur justement là, comment expliquer les finances aux enfants. Parce qu'effectivement, si les adultes ont de la difficulté à comprendre, bien, c'est sûr que nos ados, nos enfants peuvent trouver ça difficile. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Le retour de Claudia aujourd'hui. Donc, oui, on après un petit moment d'avance, elle est de retour. Parfait. Donc, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine.